Ces interventions nous ont permis de cadrer véritablement les choses. On a eu également le plaisir, l'honneur et le privilège d'avoir un benchmark intéressant pour voir ce qui se passe ailleurs. Nous allons rester, avec votre permission, dans cette dynamique de dire nous avons un produit, nous avons une attractivité certes, mais comment faire? Comment faire pour essayer de la promouvoir, de la commercialiser, et quels sont les moyens que nous pouvons mettre en exergue? Il est clair, et vous me l'accorderez, aujourd'hui, la technologie avance à grands pas, la technologie prend une grande partie de notre vie et de notre quotidien. Donc, le digital est devenu un élément nécessaire, utile et qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas. Premier élément, le digital. Mais c'est bien beau d'avoir des monuments, c'est bien d'avoir un patrimoine, c'est bien d'utiliser les outils digitaux, mais qu'en est-il de l'élément humain? L'élément humain qui est au centre de nos préoccupations et pour lequel nous avons un panel enrichi avec des offres spécifiques à travers l'ISIT, l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger, l'ANAPEC, mais également l'OFPPT. Nous allons ensemble, sans PowerPoint, faire un processus d'interactivité avec la complicité ô combien pertinente, et je le remercie par avance, de Amin Ahlafi, consultant et architecte dans tout ce qui est environnement, mais grand connaisseur du secteur touristique. On est parti pour un tour. Madame Salima Mrazli, c'est un plaisir, en cette belle soirée de Meknes, de vous retrouver dans ce palais, dans cet hôtel de ville. Vous êtes aujourd'hui à l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, un acteur incontournable dans la chaîne de valeur du tourisme. La première question, nous sommes à Meknes, c'est une région. Qu'en est-il? Que fait l'ONMT justement pour la région? Quels sont les éléments de base sur lesquels vous vous basez pour pouvoir aller de l'avant? Et après, bien sûr, on ira, et vous l'avez bien dit, dans cette pyramide de Maslow à 5 phases, vous allez nous expliquer le contenu et le contenant de chaque chose. Vous en êtes remerciée, Madame Salima Mrazli, et je vous laisse libre pendant 5 minutes, 10 secondes, 6 centièmes, si vous le permettez. Merci. Merci, c'est Sté. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Honnêtement, ma présence n'était pas programmée, mais je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui parce que ça m'a permis d'assister aux 2 panels précédents qui étaient extrêmement riches, extrêmement intéressants. Et donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ce que fait l'ONMT pour accompagner les régions, et en particulier la région de Meknes, et la déclinaison de cet accompagnement en termes de digital. Alors aujourd'hui, on s'est donné comme mission à l'ONMT d'accompagner les régions à construire leur marque territoriale afin de leur permettre de promouvoir les différents atouts touristiques, bien évidemment, de leur région. Notre accompagnement se fait, comme si c'était l'a précédemment dit, sous forme de pyramide de Maslow qui est constituée de 5 niveaux. Chaque niveau, pour passer au niveau suivant, il faut satisfaire déjà les besoins du niveau précédent. Et donc notre pyramide de 5 niveaux se constitue premièrement d'un niveau identification, c'est-à-dire on identifie les atouts de la région. Quels sont c'est comme définir dresser une carte d'identité de la région, ses atouts, ses attraits, ses produits, sa capacité, l'ensemble de ce qui constitue cette région, se faire outiller en termes
de tout ce qui est promotionnel, on va dire capsules vidéo, photothèque, brochures, guides touristiques, guides de circuit, et avoir un matériel qui va nous permettre d'être présents sur les marchés. Et c'est ce qui nous ramène au niveau numéro 2, qui voudrait qu'on attaque les marchés et adopter une stratégie 100% B2B, qui voudrait qu'on identifie des marchés clés pour lesquels on va être présent à travers les salons et foires que l'ONMT organise à l'international, et à travers toutes les opérations que l'ONMT organise encore une fois à travers ses délégations à l'international, et je parle ici de tout ce qui est workshop, roadshow, soirée d'information, soirée de présentation de destination. Et donc ça nous permet de s'ouvrir sur le marché, et en même temps, bien évidemment, démarcher les opérateurs du marché et leur présenter les atouts de la région pour qu'ils puissent la mettre dans leur programme et la vendre à leur clientèle. Donc là aussi, le deuxième volet de ce niveau 2, c'est de s'ouvrir sur le marché en faisant vivre l'expérience aux opérateurs et ainsi les recevoir sur place pour qu'ils puissent vivre l'expérience Meknès, vivre les différentes aventures, si on veut dire, qu'offre la destination, pour qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de la région et expliquer du mieux qu'ils peuvent à leur clientèle l'expérience et vendre le rêve dans la façon la plus pertinente et la plus adéquate à leur clientèle. Après ce niveau, donc on sait qui on est, quel message on veut délivrer, l'histoire à raconter, on sait à qui vendre cette destination, et donc après on est référencé chez les professionnels, mais le changement du comportement d'achat voudrait qu'on se dirige de façon plus large au grand public à travers, bien évidemment, des actions B2C. Et pour ça, l'outil le plus pertinent et le plus adéquat est le digital. Et donc voilà, ce qui nous amène à parler du digital, qui n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'outil le plus adéquat et performant pour nous permettre d'attirer une clientèle beaucoup plus large, beaucoup plus demandeuse de contenu inspirant, et ça permet aussi de suivre ce changement de comportement d'achat. Donc voilà, le niveau 3, c'est un niveau spécialement dédié à toutes les actions B2C que la région serait amenée à faire pour attirer la clientèle large à travers les marchés internationaux. Les niveaux 4 et 5, c'est des niveaux assez développés. Un petit mot sur le niveau 4 qui voudrait qu'on attaque un segment à forte valeur ajoutée, et j'étais ravie d'assister au deuxième panel où le professeur a parlé de l'agrotourisme, et c'est quelque chose sur laquelle on a déjà mis l'accent lors de nos discussions avec les professionnels de la région, en disant que ça pourrait éventuellement être le segment sur lequel la région de Meknès devrait se positionner une fois arrivé à ce niveau 4. Et donc, le niveau voudrait qu'on crée le Regional Convention Bureau, qui serait une entité dédiée à aller chercher des événements, créer des événements ou les recevoir, des événements à l'international, les recevoir à Meknès autour de ce segment qu'on aurait défini, et qui serait probablement l'agrotourisme ou autre. Et finalement, le niveau 5, qui est le niveau maturité,
pour lequel la région atteindrait un niveau assez mature, on va dire, et serait dotée d'une marque qui pourra porter les différents secteurs économiques, tourisme inclus bien évidemment, mais pas uniquement que le tourisme. Et ça serait donc une marque qui est reconnue à l'international comme étant excellente. Et là, je me plais toujours à donner l'exemple de la ville de Lyon, qui s'est spécialisée en tout ce qui est lumière. Et aujourd'hui, la ville de Lyon est devenue une vraie... elle est reconnue à l'international comme étant leader dans le secteur de la lumière, avec la fête de lumière qui est organisée chaque année à la ville de Lyon. Et donc aujourd'hui, tout événement qui a une portée un petit peu importante dans le secteur de lumière passe forcément par la ville de Lyon et par les gens connaisseurs de ce secteur à Lyon. Et donc voilà, c'est ça l'objectif final, c'est de créer une sorte d'expertise pour la région, pour qu'elle puisse être leader sur un segment, un seul ou plus, enfin pas plusieurs, mais on va dire deux segments qui vont faire que la destination soit vraiment distinguée parmi d'autres, au niveau régional, national, mais aussi à l'international. Est-ce qu'il y a, Madame El Mrazli, des spécificités ou des actions précises pour la ville de Meknès à travers l'ONMT? Oui, évidemment, la ville de Meknès... En respectant bien sûr cette hiérarchie de Maslow. Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir uniquement au sujet du panel, qui est le digital, l'ONMT est dans un processus de réflexion pour la mise en place d'une stratégie spécialement dédiée digitale et pour laquelle toutes les régions marocaines prennent une part qui leur est dédiée. Et donc la région de Meknès aussi fait partie de ces régions comme étant une destination à part unique, une destination à part entière, je veux dire. Tout à fait. Mais aussi comme une étape dans le circuit des villes impériales qui est revenu vraiment très très en force ces dernières années, surtout sur des marchés comme le marché chinois, un grand marché qui consomme les circuits et qui consomme aussi le digital de façon très 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 poussée. Parmi les actions aussi que l'ONMT a mis en place, c'est tout ce qui est partenariat avec les opérateurs touristiques, à l'exemple des OTA, les opérateurs touristiques en ligne, et qui sont, j'ai envie de dire, à 1000% dans le suivi de cette nouvelle tendance d'achat qui a changé avec la clientèle qui a changé. Et j'ai envie de citer là la génération Z. On ne parle même plus de la génération des milléniums qui est à 100% dans la consommation de produits digitales depuis l'initiation ou bien la réflexion à la destination qu'on va consommer comme produit touristique jusqu'à l'inspiration, la recherche d'informations, la concrétisation de l'acte d'achat, mais aussi tout ce qui viendrait après la visite en termes de retombées, de partage d'informations, ce qui permet éventuellement de créer le buzz autour de la destination, ramener d'autres clients sur la même destination suite à des recommandations qu'on lit sur Internet, mais aussi permettre le retour de ces mêmes clients. Donc oui, effectivement, des partenariats avec des OTA qui nous permettent de placer les destinations comme Meknès au summum de l'intérêt des consommateurs
nouveau génération Z et Millennium. Je vous remercie, mais je sens que Amin, je le vois depuis tout à l'heure, il vous écoute avec beaucoup d'attention, mais il veut vous interpeller sur un élément. Oui, Amin. Absolument, absolument. Moi, je crois que là, tout le monde le sait, il est évident pour tout le monde que le digital aujourd'hui, s'il a dû apporter quelque chose, c'est le changement aujourd'hui au niveau de l'organisation du voyage. On est passé aujourd'hui d'une organisation professionnelle à travers des professionnels, des agences, etc., vers une organisation personnalisée, individualisée, qui rend difficile encore plus aujourd'hui le positionnement d'une destination dans ce monde qui est technologique, où la destination n'est plus concurrente qu'avec peut-être les destinations similaires, mais avec tout le monde aujourd'hui. Donc comment aujourd'hui c'est assez difficile, et certainement tout le monde essaie de se poser cette question, comment est-ce qu'on peut positionner Meknès par exemple dans ce magma-là aujourd'hui? Nous devrions réfléchir à un positionnement particulier, mais aussi comment le faire sur le digital. Ça, c'est une question qui me brûle les lèvres depuis un moment. Alors justement, je vous remercie pour cette question parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu interpellée par le propos effectivement provoquant de Madame Servoux concernant l'abandon de la promotion. Oui. Ça serait peut-être un petit peu provoquant effectivement, mais on peut avoir la destination, la meilleure destination au monde. Si on ne fait pas un travail de promotion pour ces destinations, on ne pourra jamais attirer de la clientèle. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Les destinations sont fortes de façon féroce sur tous les outils promotionnels qui s'offrent sur le marché. Et le digital en fait partie. Alors ce que nous préconisons en termes de promotion aujourd'hui pour la région de Meknès, c'est effectivement se doter de cet outil digital très 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 fort pour justement positionner la destination en tant que destination culturelle, oui, parce que c'est le premier atout qui me semble inévitable pour la destination de Meknès et qui est vraiment d'une très forte valeur ajoutée. Ça a été cité aussi dans la présentation de ma collègue de la SMIT. Ça fait venir une part très très importante des touristes, le segment culturel, et donc positionner Meknès comme destination culturelle, mais aussi comme destination agrotourisme pour se positionner sur un segment qui la différencie de toutes les autres régions du Maroc. Pour ça, le dispositif digital serait inviter mais les blogueurs, les influenceurs, les leaders d'opinion les plus écoutés, les plus suivis sur les marchés qu'on aurait identifiés. Et je rebondis encore une fois sur l'exemple de M. Sqli tout à l'heure concernant la destination de Chaouen. Oui. Aujourd'hui, si Chaouen est une destination incontournable des voyageurs chinois, c'est parce qu'un jour, la femme de Mark Zuckerberg, oui, qui est d'origine chinoise, a fait un voyage à cette ville qui est effectivement magnifique et qui a posté ça sur sa page ses différents réseaux sociaux. Et ça a fait un boom chez tous ses followers et fans. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'histoire d'amour entre Chaouen et les voyageurs chinois. Alors, Salima, moi, je vous fais une proposition. Vous avez parlé de blogueurs et d'influenceurs. Moi, je vous suggère de faire venir la communauté blogueuse et influenceurs à Meknès en avril 2020. Bien sûr. Et l'ONMT peut être le moteur, et je suis convaincu que tous les acteurs et les acteurs du tourisme joueront le jeu. Si vous jouez le jeu, applaudissez très très fort. Voilà, je crois que c'est... Alors, si tu me le permets aujourd'hui, parce que Meknès a déjà entrepris quelques actions sur le digital, oui, et peut-être qu'on aurait un témoignage du président du CPT serait assez intéressant si tu me le permets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Adil Tarab que nous remercions
de votre accueil, de votre hospitalité. Merci. Moi, je voudrais rendre un vibrant hommage au FITAM, parce que c'est grâce à lui qu'on est devenu un interlocuteur de l'ONMT. Donc je voulais apporter ce témoignage aujourd'hui, parce que grâce au travail du FITAM, des résultats obtenus grâce à l'association Ismaïlia Koubra, qu'on remerciera jamais assez, à la direction régionale du tourisme. Donc on a eu le premier plan d'action avec l'ONMT qu'on a réalisé, où on a eu du matériel public promotionnel qu'on peut voir dans les stands. Et puis on est passé maintenant au digital. C'est pour apporter ce témoignage. C'est une application qui a été réalisée aussi, et la refonte du site web. On passe maintenant avec l'ONMT, grâce à l'ONMT, à une autre phase. Maintenant, c'est la promotion des produits pour l'année 2020, on espère signer le plan d'action prochainement. Donc quand les gens sont réactifs et travaillent pour nous, on doit les remercier. On ne doit pas critiquer tout le temps. Quand quelque chose marche, il faut bien le dire. Et je vous remercie. Merci Saadi El-Tarab. Donc voilà, un message à transmettre à Saadi El-Fakir. Et nous lançons cette idée. J'espère que je ne vous ai pas posé une colle concernant... Et je crois que ce développement de cette ville doit absolument apporter un plus à la population et à tous les acteurs touristiques. D'accord ? Par contre, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie vraiment pour cette proposition, parce que justement, nous avons le plaisir et l'honneur de travailler avec le CPT de Meknès. Et je remercie M. Tarab pour tous les efforts qu'il fait et pour sa disponibilité tout le temps. On a effectivement, on est en train de finaliser un plan d'action pour l'année 2020 qui sera très bientôt signé, Inch'Allah, et qui comporte plusieurs actions dans le digital et dans les actions que vous avez citées tout à l'heure. Et oui, on est dans un train de collaboration extrêmement positif qu'on compte, Inch'Allah, poursuivre pour l'année 2020 et après. Marhaba, un petit film de 1 minute. Exactement. Là, alors, vous m'avez dit 1h30, c'est ça le film? Super, alors, donc on va voir un film en direct. Superbe. C'est une petite Régie, capsule. S'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse et l'amabilité? Nous remercions. C'est parti. Voilà, c'est une petite capsule qui va parfaitement dans le sens de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. L'ONMT lance une campagne pour sélectionner une agence digitale. Alors expliquez-nous l'intérêt, l'utilité de ce spot. Alors, l'intérêt de vous montrer ce spot, c'est justement pour vous dire qu'aujourd'hui, l'ONMT est déjà inscrit dans une politique de digitalisation. Comme vous avez vu, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'international pour sélectionner une agence qui va accompagner l'ONMT dans une stratégie digitale pour la création de contenu de façon assez professionnelle. Et donc voilà, vous avez vu, le deadline est pour décembre prochain. Et, les plis seront ouverts et l'agence serait retenue pour quand? Pour travailler à partir de janvier 2020. Inch'Allah. Merci, on applaudit mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Madame Salima Al-Mrazli, de l'Office national marocain du tourisme. Toujours dans cette dynamique, malgré l'heure tardive, je remercie les plus courageux qui sont restés avec nous. Il nous vient de Tanger, un jeune véritablement, un manager en devenir. Il est actuellement dans l'esprit entrepreneuriat. Il est lauréat de l'Institut du tourisme de Tanger
Il se nomme Yahya Abbasi. Il est le directeur général de Kasba Tourisme Développement. Yahya, marhaba bik ma'ana. Merci aussi d'avoir réagi avec toujours autant de spontanéité. J'ai eu toujours beaucoup de respect, d'estime et d'admiration pour la personne que tu es, d'abord. Ça, c'est un élément que j'en profite de Dada. Et nous avons parlé du digital. Vous êtes un homme dans le digital. Même l'année dernière, vous avez réussi avec une équipe de l'ISIT à remporter l'Atlas Academy Award qui était focus digital. Les jeunes sont dans le digital. Les moins jeunes, on est un peu moins dans le digital, comme disait le professeur Leilali. D'accord, mais on aime bien quand on découvre. Vous avez parlé du concept Smart City. Est-ce que vous pensez qu'une ville comme Meknès peut prétendre à ce statut? Est-ce qu'il y a un préalable? Est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'automatiquement on peut aller dans ce sens-là? S'il vous plaît. Après, vous serez interpellé par Amine sur une autre question par rapport à un processus spécifique. Oui, Yahya, marhaba bik. À vous la parole. Merci beaucoup, Sisti. Je ne sais pas si le micro il marche. Il marche, sinon je vous donne le mien. Donc, sinon, voilà. Maintenant, ça marche très bien. Voilà. Donc, tout d'abord, je vous remercie, Sisti, pour la présentation et pour tant d'éloges. Pour passer au vif du sujet, vous avez demandé la question, est-ce que Meknès est prête pour être, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est plus la destination intelligente que la ville intelligente, et j'expliquerai Très bien. La petite différence dedans. Je dirais que Meknès est prête à l'être plus que n'importe quelle ville au Maroc. Et pour l'expliquer déjà, je vais emprunter à De La Fontaine un petit vers qui m'a accompagné depuis ma tendre enfance, qui est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Tout à fait. Et Meknès, elle est dans cette étape-là. Ça veut dire cette étape d'un début d'émergence, plusieurs accents qui sont lancés avec l'Office, avec le CPT qu'on vient d'entendre, ce qui fait que le terrain se prête à de nouvelles actions qui se créent pour la première fois et qui peuvent se créer en bonne et due forme. Donc à mon sens, oui, c'est la réponse brève. La réponse plus détaillée, c'est celle que je vais développer. Une destination intelligente, elle repose sur les 4 principaux web que nous avons. Nous avons 4 types de web. Nous avons le web 1.0, l'ancêtre du web, qui est un web où on lisait mais on n'interagissait pas. On a le web 2.0, c'est un web où on lisait et on interagissait avec l'avènement de MySpace, Facebook et les réseaux sociaux. On a un web qui est le web 3.0 où on a commencé à vendre et à commoditer les données. Avant, si vous aimez un certain produit à un autre, c'était un choix personnel. Maintenant, cette information est devenue une commodité qui se vend par les entreprises. Et ça, c'est le web 3.0. Et après, on a eu le web 4.0 qui est le web, l'Internet des objets, c'est-à-dire l'utilisation d'objets afin d'avoir des utilisateurs connectés tout le temps avec les smartwatches, mais aussi avec des objets qui se connectent à l'homme. À travers ces 4 éléments de base, on peut constituer une destination intelligente. Ça veut dire une destination où il est plus facile à un touriste de se positionner, de se trouver, etc. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie découverte et facilitation de la découverte de la destination pour un touriste. Et pour ce faire, il faut aller sur une base qui est le touriste ne connaît nullement ou peut-être très peu la destination. Donc il faut aller toujours sur cette base-là afin de pouvoir apporter, certes, une valeur ajoutée. Et je vais détailler en 6 points, très brefs, très succincts, mon intervention, tout en commençant par le premier point, ce que j'appelle le digital recyclable. C'est ce qu'il faut faire pour une destination comme Meknès. Il faut toujours pas se rendre compte, mais avoir un objectif d'avoir des outils digitaux recyclables dans le sens où on peut prendre le même outil et le développer au lieu de faire table rase à chaque fois, créer un nouvel outil. Ça nécessite un investissement de plus, un effort de plus, et ça veut dire tout le temps qui a été investi auparavant est parti, malheureusement, un investissement qui serait de perdu. Donc il faut incorporer déjà ces concepts de recyclage d'outils digitaux afin de les développer. C'est un petit peu comme
comme l'infrastructure, comme une route, etc. Une fois elle est faite, après il faut l'améliorer, pas la raser complètement et la refaire, ce qui ferait un double investissement. Ça, c'est le premier principe d'une destination intelligente, touristique intelligente. Le deuxième, c'est plusieurs concepts qui se lient ou qui peuvent ne pas être liés, qui tournent autour de la facilitation de la destination à travers, le monsieur tout à l'heure a mentionné la santé, c'est-à-dire la facilitation de l'accès à la santé à travers que ce soit des applications, à travers un accès facilité aux urgences, un contact facilité à ces personnes qui peuvent porter assistance à un touriste, bien sûr, toujours dans le cadre d'une destination. On pourrait aussi parler d'une application aussi qu'on m'a précisé tout à l'heure qui existe à Meknes, je sais qu'elle existe à Casa aussi, c'est celle de la propreté. Ce genre d'application rend la ville intelligente et rend la destination intelligente dans le sens où on travaille avec des outils intelligents afin d'avoir une destination plus propre. Une destination plus propre, ça veut dire des touristes plus satisfaits. Et là, on va on grimpe sur ce wagon de l'intelligence et de la destination intelligente et on va de l'avant. Ceci, c'est deux exemples qu'on peut développer et aller vers la mobilité. Maintenant, on parle de mobilité intelligente, dans le sens où moi, un touriste, je ne connais ni les moyens de transport d'une ville, ni quels moyens je peux utiliser pour aller dans quel emplacement, mais avec déjà une destination intelligente ou une ville intelligente, ça me permet de savoir des choses, ça me permet déjà de commander un taxi sur une application, on va dire, ou sur un chatbot, ou sur un autre outil, ce n'est pas ça le problème. Mais ça rend la destination plus accessible pour un touriste qui ne connaît que dalle de ce qu'offre Meknes ou ce qu'offre toute autre destination. On peut aussi parler d'un cas très simple qui est les bus. Rien n'empêche d'intégrer des modules GPS chaque bus, et ce qui permettrait aux touristes de savoir que dans 3 minutes, le bus numéro ligne X va arriver, il va vous prendre et la distance va prendre X minutes. Maintenant, même Google offre les contraintes d'embouteillage, donc c'est facile de comptabiliser le temps d'arrivée d'un bus et le temps de départ et la durée du voyage. Et pour un touriste qui ne connaît rien, c'est un avantage énorme. Mais c'est un avantage qui s'impacte sur la population, parce qu'on passe là d'une destination intelligente à une ville intelligente qui crée des outils qui restent pour ses citoyens. Donc, dans la mobilité, il y a du travail important qui peut se faire. L'autre jour, je discutais avec un acteur touristique à Marrakech et je lui disais que la mobilité intelligente devrait même inclure les kouchi, le kouacha d'El Marrakech. C'est-à-dire avec ce mode de transport, on va dire très lucratif, peut être commandé aussi par téléphone. S'il y a un Uber pour les voitures, un Uber pour les hélicoptères, un Uber pour les bateaux, il doit y bien avoir un Uber pour les chevaux. Pourquoi pas? Et donc, cette thématique de mobilité est très très importante dans une destination dont on connaît si peu quand on est un touriste. Ceci peut être aussi généralisé pour tout ce qui est facilitation de la découverte à travers le montage de circuits d'une façon instantanée, à travers des préférences, au lieu d'aller vers est-ce que vous voulez aller vers le point A et le point B et le point C. Moi, en tant que touriste international, je ne connais rien à ces points. Mais si je communique des préférences, ça veut dire j'ai une préférence culturelle, j'ai une préférence pour une certaine période, j'ai une préférence pour une certaine archéologie, je parle de préférence au lieu de parler de choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce que la destination, elle offre en fin de compte. Mais cette destination peut me proposer, avec des technologies qui sont facilement accessibles et disponibles, voici un circuit qui correspond à vos horaires et à vos préférences, en incluant tous les points qui méritent d'être visités dans une destination. C'est une manière très facile de promouvoir ce qu'une destination est là à vendre. Ce n'est rien, ce n'est pas. J'aimerais mentionner ceci, tout ce que je traite ici, ce n'est pas de la technologie inaccessible, au contraire, c'est de la technologie d'hier. Je le dis souvent, je le dis même avec les quelques étudiants que j'ai avec l'Institut, parce que j'ai le plaisir d'y animer une matière d'innovation. Je leur dis que toutes les technologies qu'on discute, c'est des technologies d'hier, et celles d'aujourd'hui, on n'en parle même pas, parce qu'elles ne sont pas arrivées chez nous. Mais tout ça, c'est cette thématique de mobilité. On peut aussi parler de ticketing. C'est un point qui me dérange personnellement. C'est qu'on a plusieurs intervenants en termes de musées, en termes de... on a la Fondation, on a le ministère de la Culture, on a les privés, on a à Marrakech le ministère
de l'Awqaf wa Shaoul Islamiyya. Eux aussi, ils ont un musée qu'ils gèrent. Donc chacun gère un musée, mais en fin de compte, si moi je veux acheter mes tickets en tant que touriste sur Internet avant de venir dans une destination qui prétend à l'intelligence, même un tout petit peu, le seul musée à ma connaissance qui le permet, c'est le Majorel Yves Saint Laurent. C'est dommage. On a un grand problème à ce niveau-là. Oui. On le vit parce que je coordonne un club d'agents de voyage, justement, plusieurs personnes ressources, plusieurs interlocuteurs, alors qu'on peut rapidement. Je vous l'accorde. J'en suis arrivé à mon exaspération sur ce point, alors que je ne suis pas un agent de voyage, au point d'offrir à un certain cadre du ministère de la Culture de faire une telle plateforme gratuitement, mais ils n'arrivent pas à maîtriser toute la chaîne de valeur. Ils ont certains musées, on va dire, archéologiques, peut-être qu'ils maîtrisent, mais d'autres, ils disent ça ressort de notre responsabilité. Donc, il faut peut-être regrouper tout ça dans des plateformes qui facilitent l'accès. Il faut faciliter. Arrêtons la complication. L'idée du cluster peut être un élément intéressant. Très important, parce qu'un cluster, comme un écosystème, il regroupe tous les intervenants autour d'une même table, il met tout le monde d'accord, et là, c'est plus facile d'appliquer des actions où il y a un consensus. C'est le plus important. Là aussi, on peut parler, je vais mentionner 2 ou 3 autres exemples de navigabilité et de découverte avant la découverte de la destination de visu à travers, encore une fois, des technologies accessibles qui existent depuis belle lurette, dirait l'autre, comme par exemple les Google Street View. Voilà. Par exemple, on a fait tous l'exercice, on prend ce petit bonhomme sur Google Maps et on le met quelque part dans une ville européenne et on est en visite en 360 degrés. Et là, ça me permet, moi, en tant que touriste qui ne connaît pas la destination, de savoir où je vais avant d'y aller. Ça ne nécessite pas une science de l'impossible, ça nécessite une caméra qui prend des photos en 360, un petit montage, et puis c'est fini. Et ça me permet, moi, qui ne connais pas Meknes, qui ne connais pas Tanger, Marrakech ou n'importe quelle autre destination, de le faire. Maintenant, dans des destinations très proches de nous, comme Barcelone ou comme Madrid, ils sont passés à l'étape suivante, qui est quoi ? Ils exploitent ces images-là pour demander comment aller de ce point A à ce point B, et ce n'est plus une carte qui s'affiche, c'est ces images qui s'affichent et qui leur montrent en live et en direct par quelle ruelle passer, par quelle ruelle tourner, et ils sont passés à une navigabilité 2.0 qui facilite la destination. Pour passer à mon 3e point, sur 6 points. Rapidement. Pour qu'on puisse... Non, celui-là, il était le plus long. Ouais. Le 3e point, c'est qu'il y a comme un cross-selling. Quand on travaille sur la destination intelligente, on travaille automatiquement sur la ville intelligente. Il faut toujours faire un point de chute sur l'impact du tourisme sur la population. Et là, quand on travaille dans ce modèle ou dans ces modules intelligents, on est tout à fait automatiquement en train de faciliter la vie aux habitants de la ville. Donc ça, c'est le 3e point. Le quatrième point, c'est peut-être je ne sais pas ce que c'est une complication que nous avons en tant que Marocains, je vais le dire, excusez-moi, mais on n'aime pas partager les données. Alors que partout dans le monde, on parle de l'open data depuis, je ne sais pas, des dizaines, des vingtaines d'années. Alors que la donnée est une richesse qu'il faut partager, il ne faut pas s'accaparer l'information, il faut la distribuer. Et c'est simple, cette donnée-là peut profiter aux professionnels qui vont savoir c'est quoi les points d'information touristique. Elle peut profiter aux citoyens, elle peut profiter aux touristes. Même en termes de statistiques, ça peut être utilisé pour faire plein de choses avec. Mon 5e point, c'est la contextualisation de l'expérience digitale. Très important quand on parle d'une destination intelligente. Quand on fait un site web, on le fait pour un certain type d'utilisateur qui utilise un PC ou un téléphone pour consulter une information. Quand on fait une application, on le fait pour des gens qui découvrent la destination et qui cherchent un élément très important, c'est la portabilité. Si je duplique le site dans une application, je ne fais que perdre mon argent. Il faut aller vers des concepts qui facilitent la découverte de la destination. Et là, je vais parler d'un concept que j'ai eu le plaisir d'accompagner avec Tanger, qui est l'application de Tanger, où là, nous avons travaillé sur des concepts de navigabilité et de portabilité qui permettent de créer des circuits automatiques, mais aussi d'accompagner le touriste pendant son voyage d'une façon très, très spontanée. Mon 6e point, qui est le dernier, c'est qu'il faut apprendre à collecter, à traiter et à utiliser les informations, dans le sens où ces informations peuvent être exploitées avec, encore une fois, une technologie d'hier et pas d'aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle,
qui est un concept très exotique, mais qui ne l'est pas en fin de compte. Avec l'intelligence artificielle, en collectant des données, on peut comprendre le client. On peut prédire la performance de la destination. Si vous me donnez l'historique de 12 mois de Meknès, je peux vous dire c'est quoi le futur en 12 mois de Meknès. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Il y a des modules d'intelligence artificielle qui sont disponibles, qui sont ouverts à tout le monde. Il suffit juste de toquer les bonnes portes et de trouver les bonnes expériences et d'en profiter. Et merci. Je voulais, avant de donner à Amine, et bravo pour cette présentation. Alors, ces 6 étapes demandent combien de temps et combien d'argent? Certaines Oui. ne demandent pas d'argent. Zéro en termes de planification. Quand on fait de la bonne planification, on s'économise certainement des budgets sur des années. Yahya, vous Oh, allez oui. vous attirer la foudre. Hein. Mais Vous avez non, parlé de gratuit. Hein. je parle Ça de va la pas coûter de planification. C'est le rôle des planificateurs. D'accord. Et il faut avoir de bons planificateurs pour faire de la bonne planification. On parle de planification, pas de- Ça veut dire, si je lis entre les lignes, il n'y a pas assez de planificateurs. Peut-être il n'y a pas assez, peut-être on ne consulte pas les jeunes, peut-être on consulte les vieux pour faire le travail des jeunes. الشباب القضيه توترات Sur la دابا programmation. زعما سي اون ديريكت ما تسجلوش هاد الفتره الله يرضي عليك حيت نتعايروا دابا d'accord ok. Mais vous avez besoin de ces moins jeunes peut-être pour vous donner l'héritage, le patrimoine pour pouvoir faire des choses, non? Je vais vous répondre avec une phrase. La seule. جديد لجدة كما راك عارفة. L'Elertec, merci. Comment? Bravo, bravo. Je sais, Yahya, tu as du répondant. Donc ça va coûter rien, mais ça va demander combien de temps? C'est un processus qui ne finit pas, mais il faut le la commencer. programmation. Il faut le commencer. C'est ça. Et pour le commencer, il faut une équipe dédiée de planificateurs. C'est ça. Programmateur. Des jeunes et des moins jeunes. Je suis Programmateur. prêt. Si on a besoin de planificateurs, je suis prêt à le faire avec le plus grand plaisir, sans demander une quelconque contrepartie. والله يكثر مثالك. ما كاينش- دعيو معاه دعيو معاه الله يرحم بالو سي جمال التازي فينك. انا سيدي جبت لك لي انفلونسور ان شاء الله المكناس en avril grâce à l'OLMT. D'accord? Et maintenant, vous avez quelqu'un magnifique. On applaudit très très fort ce jeune. Il a besoin d'être encouragé et il fait de belles choses. Amine, comment tu réagis à ce que vient de dire là? Il nous a plombé. Ouais. Moi qui suis moins jeune, toi qui es un peu plus Un jeune, tout petit peu mais moins lui qui est et très plus jeune. Entre le jeune et le moins jeune. Voilà. Le concept lui-même de la Smart Destination est fascinant, comme tout le monde le sait, pertinent aujourd'hui, surtout pour se mettre à niveau et à l'ère du temps, etc. Aujourd'hui, mais par contre, j'ai un dilemme. Réellement aujourd'hui, entre le fait de viser la Smart Destination, qui est aujourd'hui, je vise aujourd'hui le marché, aujourd'hui, la cible qui est aujourd'hui à l'ère du temps, etc. Et j'ai un problème à côté aujourd'hui où je n'ai pas assez de compétences des fois parfois pour mes professionnels du tourisme aujourd'hui qui ne sont pas forcément mis à niveau par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il y a un décalage quelque part, il y a un retard quelque part. Comment aujourd'hui, quels sont les leviers que je pourrais actionner pour essayer de rattraper ce retard? Parce que si je veux me mettre à l'ère du temps aujourd'hui, je devrais rattraper ce retard-là en tant que destination. Je parle destination. Quand je parle destination, je parle d'acteurs. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, c'est un peu la cheville ouvrière et le moteur pour que je puisse arriver à ce monde digital. Très belle question. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis de l'avis que si on a de bons hôteliers, laissons-les être de bons hôteliers. Et si on a de bonnes personnes pour faire le digital, ramenons-les à ces bons hôteliers et à ces bons professionnels pour les accompagner. Ça veut dire que l'hôtelier n'a pas à faire ce travail, ou l'agent de voyage, ou le professionnel en général, mais il a à se faire accompagner. Si on parle dans une approche destination, une agence qui va accompagner vers la Smart Destination ou vers la création d'outils, elle va tirer l'information, elle va demander les ressources nécessaires et elle va donner un produit, un rendu avec un certain KPI qui sont lisibles pour tout le monde. Tout le monde a son tableau de bord dans l'hôtel, tout le monde a son tableau de bord dans l'agence de voyage, donc tout le monde comprend le langage des chiffres. Et donc, quand on arrive au langage des chiffres, c'est un langage qui est neutre. Et là, on peut parler tous de la même façon et le même langage. Mais je ne suis pas de l'avis qu'il faut apprendre à un professionnel du tourisme à être un expert du digital. Il a assez de problèmes comme ça. Ne lui en ajoutons pas. Voilà. Amine? Ouais. Alors moi j'ai peut-être un point rapide qui va être aussi à la charnière avec parce qu'on va parler tout à l'heure de la formation, etc.
Moi, j'aimerais revenir à ton parcours, à titre personnel aujourd'hui, qui peut inspirer beaucoup de jeunes, qui peut inspirer beaucoup de monde sur ça. Si tu peux nous parler brièvement aujourd'hui de ton parcours et des jalons que tu as pu dépasser pour arriver aujourd'hui à être un homme digital, par exemple. Ouais, c'est un très court parcours que je Ouais. vais faire en sorte qu'il soit court dans la présentation. Donc, je suis très très fièrement un lauréat de l'Institut du tourisme. Nous en sommes fiers aussi. J'allais dire comme Sisti. Et donc, après l'Institut du tourisme, ou plutôt avant la fin de l'Institut du tourisme, j'ai été décroché pour mon premier job principal qui était responsable marketing au sein du Conseil régional du tourisme de Tanger Tétouan Al Husseima, là où j'ai eu le plaisir de travailler avec ce grand professionnel qui est M. Ragala, un ancien de l'Office du tourisme, et un lauréat de l'Institut d'ailleurs, la première promotion, avec Océan entre autres. Et donc, avec ce monsieur, j'ai appris la promotion de la destination, j'ai appris les règles de base de la chose. Par la suite, après une durée passée au sein du CRT de Tanger, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale qui est mon aventure actuelle, qui est Casbah Tourism Development. Lors de cette aventure, nous avons fait de belles et de bonnes choses avec Tanger, comme la bourse du tourisme de l'année dernière, dont j'ai eu le plaisir d'être l'organisateur délégué. Nous avons créé des outils digitaux comme la nouvelle application, le chatbot d'intelligence artificielle et d'autres outils. Et en même temps, j'ai été déclaré lauréat du réseau Entreprendre Maroc, avec lesquels je me suis présenté pour un projet de start-up dans un process où j'ai dû passer par plusieurs jurys afin d'avoir un projet éligible toujours dans le secteur touristique, un secteur auquel je m'attache de par ma formation et de par ma vocation. Donc, l'un des grands plaisirs qui se sont ajoutés à cette liste-là, c'est que je puisse animer un cours à l'Institut du tourisme, donc de retour chez moi, sur l'innovation en hôtellerie et en restauration. Bravo, bravo, bravo Yahya, bravo. ونتمنى لك إن شاء الله الخير والبركات. D'accord, et une très belle femme et beaucoup d'enfants. Ça fait super. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous êtes toujours en forme? Superbe, ça se sent, hein? Ça se sent. Le soir est là, mais nous sommes toujours, après avoir réfléchi digital, après avoir pensé véritablement de cet outil qui nous permet aujourd'hui de communiquer. Regardez ces réseaux, comment on y est tous. Et nous allons quand même réfléchir à l'humain. L'humain et son apport. L'humain en tant que centre de nos intérêts, de nos préoccupations. Il n'y a de richesse que d'hommes. Saad Abdelhak Mouhtaj, votre expérience est grande. Vous êtes reconnu en tant qu'expert sur la question des ressources humaines. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère du Tourisme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez choisi la solution de facilité? Je ne pense pas. En tant qu'enseignant-chercheur à l'Institut du supérieur international du tourisme de Tanger, vous allez nous entretenir sur la donne ressources humaines, comment elle se présente, quelle est la projection que nous faisons, avant de rentrer dans l'opérationnalité avec donc Simstafa ou la Karima. D'accord? Superbe. Abdelhak Mouhtaj, en direct et en live, ici, à Meknes, si Jamel, d'accord, dans le cadre de cette 4e édition. Merci beaucoup. Merci, Sisti. Bon, je tiens tout d'abord à remercier de façon solennelle les organisateurs de cette 4e édition, ce qui veut dire qu'il y aura une 5e. Et j'espère que la 5e aura annoncé ou annoncera le bilan des engagements des uns et des autres, puisque vous nous avez assigné à développer quelques idées opérationnelles. Il faut que ça soit palpable, mesurable, sortir un petit peu de tout ce qui est théorique, l'abstrait, etc. Je commencerai par l'enchaînement par rapport à Sihya. Ben, le maître mot et le nerf de la guerre, c'est la formation, tout simplement. Vous lui avez posé la question, comment vous avez fait, etc. Mais ça veut dire que Sihya, déjà quand il a intégré les IT, il a intégré un système où il y a une façon de faire. Et il a immédiatement intégré ce qu'on appelle les clubs.
les différentes associations, les différentes amicales, et donc ce qui développe en lui et ce qui développe en chacun des compétences et des facultés. On se révèle et il faut trouver l'espace nécessaire pour se révéler et révéler ses propres talents. Il n'y aura pas de développement du secteur sans que nous soyons conscients de deux grandes transformations que nous vivons aujourd'hui. La transformation numérique, digitale. Nous sommes aujourd'hui à la 4e révolution industrielle. Et pour le tourisme, on parle de la 3e révolution touristique. Ce qui veut dire que, à Meknès comme ailleurs, il faudrait se ressaisir. On peut développer tout ce qui est classique en termes de formation. Et nous avons un dispositif national et régional qui est assez étoffé. À Meknès, vous avez les collègues, ma collègue va vous parler de l'existant en termes d'instituts de formation d'hôtellerie et tourisme qui relèvent de l'OFPPT. Mais nous avons, malheureusement, là aussi, des problèmes de gouvernance. Nous avons plusieurs opérateurs. Le ministère du Tourisme, l'OFPPT, le secteur privé, les associations, les ONG. Et malheureusement, tout ce monde ne travaille pas en équipe. Et on dépense énormément d'énergie à vouloir avoir une démarche verticale, alors que c'est le secteur par excellence qui nécessite une approche horizontale. Ma proposition concrète, c'est de fédérer les établissements, ou l'établissement, puisqu'il y en a qu'un, je crois, à Meknès, public, avec l'université de Moulay Ismaïl, avec l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui est un bijou, puisque c'est le seul établissement qui forme des ingénieurs au niveau du Maroc, et des arts et des métiers, avec l'école Hajj Qaddour, pour tout ce qui est agrotourisme, tout ce qu'on voudrait développer à ce niveau. Il faut qu'on arrive à créer ce réseau à Meknès entre ces différentes structures et soit signer une convention, soit se mettre d'accord sur une charte. Bien sûr, il y a le CPT, il y a la Chambre de commerce et d'industrie et de services. Tout ce monde doit, si on a vraiment la volonté de faire de la formation, du capital humain, un vecteur de développement du secteur. Et c'est incontournable. Et donc, ce qui veut dire que les métiers, aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en disparition, qui meurent dans l'hôtellerie, et d'autres qui naissent. On vient de parler du digital. Il faut savoir que désormais, on parle de l'hôtel intelligent. Donc, du restaurant, des cuisines, des équipements, tout ce beau monde qui devient de plus en plus intelligent, mais il faut qu'il ait des ressources humaines intelligentes. On ne peut pas former et continuer à former, par exemple, des femmes de chambre de façon classique dans un hôtel, alors qu'elle sera confrontée dans ses futurs métiers à une chambre intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez aujourd'hui une femme de chambre, quand elle arrive devant la chambre d'hôtel, la chambre s'ouvre toute seule. Pourquoi? Parce que la chambre a reconnu facialement la femme de chambre à l'heure exacte où elle devait intervenir. Quand elle rentre, il y a le lit qui se met à son niveau. Il y a des équipements connectés. Donc tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a un lien direct entre le digital et la formation des ressources humaines. Si on n'enclenche pas donc, la dynamique, aujourd'hui, on aura cette responsabilité de former des jeunes pour des métiers qui disparaîtront.